Parfait. Merci Jean pour l'organisation, pour la présentation et pour l'animation de cette demi-journée d'ouverture. Donc oui, je vais parler un petit peu des femmes en cristallographie, mais en sciences de manière générale. Donc en fait, je suis parti du constat suivant, qui est factuel, c'est que dans le monde actuellement, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc j'ai voulu voir ce qui se passait en sciences, de manière générale, et après on reviendra un petit peu sur la cristallographie. Je me suis servi pour faire la première partie de ma présentation de ce document ici, édité par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que vous pouvez télécharger à cette adresse et qui contiennent une foule de statistiques intéressantes. Et je m'en suis servi de certaines pour cette présentation. Alors le premier constat est clair, vous allez voir. Les femmes sont plus diplômées dans l'enseignement supérieur que les hommes, c'est ce qu'on voit ici. Et elles sont majoritaires dans les activités à haut niveau de savoir. Au niveau de savoir, c'est des activités dans lesquelles les diplômés de l'enseignement supérieur représentent plus de 33% de l'emploi total. Donc les femmes sont majoritaires là-dedans aussi. Donc ça veut dire quoi? Soit que les femmes sont plus intelligentes que les garçons, soit qu'elles sont plus travailleuses, soit les deux. Si on regarde maintenant ce qui se passe en sciences, là c'est un peu plus compliqué. Au niveau de la population active des 25-34 ans dans l'Union européenne, les femmes sont moins présentes que les garçons. Ici. Et si on regarde le pourcentage de femmes chercheuses dans le monde, là aussi le pourcentage est très faible. Ici, en France, par exemple, il n'y a que 30% de chercheuses. Au Japon, là, n'en parlons pas, on est à 17-18%, j'arrive plus à voir. Là où ils sont le meilleurs, c'est en Roumanie, où il y a quasiment 50% de femmes chercheuses. Alors, puisqu'on a vu que les femmes réussissaient mieux que les garçons, qu'est-ce qui se passe? Et on peut le constater ici avec le baccalauréat, de manière générale, encore une fois, les femmes réussissent beaucoup plus, enfin les filles réussissent beaucoup plus que les garçons. Donc pourquoi après en sciences on perd ça? En fait, tout se joue là. Tout se joue là parce que les filles choisissent moins d'enseignements de spécialités scientifiques, à part ce que j'ai noté ici en sciences de la vie et de la terre. C'est plutôt en sciences de la vie. Toutes les autres disciplines scientifiques sont beaucoup moins choisies et dans une large proportion par les filles. Et évidemment, ça a des répercussions sur la suite. Ensuite, il y a moins de femmes dans les formations d'ingénieurs, c'est mécanique. Il y a moins de femmes enseignantes, il y a moins de femmes chercheuses, moins de doctorantes aussi. Alors, le seul point où on pourrait voir un aspect positif, c'est au niveau des ingénieurs et des techniciennes. Il y a à peu près la parité, mais c'est biaisé par le fait que dans nos métiers, ce qu'on appelle ingénieur ou technicien de recherche et de formation, mais il y a aussi beaucoup d'administration. Alors, on va dire ce fait factuel, la proportion plus faible de femmes dans l'enseignement des sciences, liée aussi à de vrais quand même, au fait qu'il y a aussi de vrais, j'ai perdu mes mots, peu importe, se reflète également sur la suite des carrières, par exemple. Il y a moins de postes de gouvernance ou de responsables d'unités, de laboratoires ou d'encadrement de manière générale. Et puis, ça se répercute aussi sur les évolutions de carrière, notamment. Donc voilà, une discrimination qui existe et qui est liée au fait aussi qu'il y a moins de femmes de base dans les carrières scientifiques. Alors après, j'ai voulu recentrer un petit peu la recherche donc dans le petit monde qui nous concerne, dans la cristallographie. Et donc, si on regarde par exemple les congrès de l'Union internationale de cristallographie, le congrès mondial, qui est l'IUCR, le plus grand organisme qui concerne la cristallographie au niveau mondial, bien, en moyenne, dans les 5 derniers congrès, il n'y avait que 35% de participantes et 17% seulement de conférencières invitées. Alors, on retrouve à peu près la même chose sur les congrès européens et à peu près la même chose aussi, même s'il y avait un peu plus de conférencières invitées, dans le dernier congrès national qui s'est tenu à Montpellier en 2024.
Au niveau des réseaux professionnels du domaine, ben là aussi, il n'y a que 33% à peu près de femmes. Et ça va un petit peu mieux au niveau de l'Association française de cristallographie, où là, en moyenne, on a 44% de femmes qui sont membres de cette association. Mais par contre, il y a très peu de femmes, il y a toujours eu très peu de femmes dans le conseil d'administration. Et là où on est les meilleurs, eh bien, c'est à la CAM. À la CAM, on a 45% de femmes adhérentes. C'est pas rien. Et surtout, depuis sa création en 2013, il n'y a eu que des présidentes et d'excellentes présidentes. Comme vous voyez ici, donc il y a Gerline, Evelyne et Marine. Evelyne et Marine sont présentes ici. Donc, si on fait un petit bilan de tous ces chiffres-là, c'est que oui, effectivement, il y a des discriminations, mais si vraiment on veut tendre vers la vraie parité en sciences, le seul biais, le seul moyen, c'est d'inciter le plus tôt possible les filles et les jeunes femmes à faire des sciences. Alors pourquoi elles n'en font pas beaucoup moins de base. Alors là, on pourrait discuter un long moment, mais bon, on peut imaginer qu'il y a encore beaucoup de rigidité et d'ordre culturel et idéologique. Tout simplement, elles ne sont pas forcément incitées à en faire. Ou bien elles se briment aussi toutes seules. Malheureusement, les femmes peuvent aussi, les filles en tout cas, peuvent aussi se brider et ne pas aller d'elles-mêmes vers les sciences. Alors qu'on l'a vu, encore une fois, avec les chiffres, il n'y a aucune raison pour que les filles, les jeunes femmes ne fassent pas de sciences. C'est bien au contraire. Alors, pour montrer que vous pouvez faire des sciences, alors de la cristallographie, évidemment, mais des sciences, je vais illustrer au cours de la deuxième partie de mon exposé, je vais vous présenter quelques portraits de femmes qui ont eu des contributions très, très importantes en cristallographie, malgré le contexte. On verra ça. Alors, pour resituer un petit peu justement le fameux contexte, bon, la cristallographie, Marine vous en a parlé, son intérêt, son importance. Je vais vous donner 3 dates clés. Alors, la cristallographie, c'est quand même une science relativement ancienne, mais elle est considérée comme une science moderne depuis peu, depuis la fin du 19e, début du 20e, avec 3 dates clés. 1901, la découverte des rayons X par William Röntgen. 1912, la première expérience de diffraction d'un cristal par Max von Laue. Et 1913, la première détermination de structure, où on voit pour la première fois les atomes par les Bragg, père et fils. Donc 3 dates et 4 prix Nobel, pour montrer l'importance de cette époque-là. Et les femmes là-dedans, les femmes, elles ont commencé à avoir un rôle majeur justement à cette époque. Donc je vais vous présenter quelques portraits. Alors, je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps, mais je souligne 2 ou 3 points clés qui illustrent un petit peu le propos de ce séminaire. Pour Kathleen Lonsdale, pour commencer. Alors là, vous voyez, elle est obligée d'intégrer un lycée de garçons parce que les sciences n'étaient pas enseignées dans les classes de filles. Elle était très brillante parce qu'elle a obtenu une bourse d'études avec des distinctions dans 6 domaines différents. Pour vous montrer un petit peu la valeur de cette jeune femme. Et elle a ensuite rejoint, grâce à cette bourse, une école pour femmes. Elle n'avait pas trop le choix là. Mais surtout, elle soutient son fin de mémoire devant quelqu'un dont j'ai parlé tout à l'heure ici, William Bragg, un des prix Nobel, qui est très impressionné par son travail. Donc du coup, il la recrute dans son équipe et là, elle continue à apprendre beaucoup de choses au niveau de la cristallographie et elle va s'en servir évidemment pour ensuite développer ce domaine et apporter sa contribution de manière très importante. Par exemple, elle contribue au développement des premières tables internationales de cristallographie. C'est un petit peu la Bible des cristallographes. C'est toujours utilisé actuellement. Elle développe des travaux sur des cristaux de dérivés du benzène et a permis de prouver, après 60 ans de controverses scientifiques, que le benzène, qui est représenté ici, est bien blanc. En obtenant sa structure, elle a pu prouver, mettre fin aux discussions scientifiques. Alors pour faire ça, elle a résolu la structure de ces dérivés de benzène, mais à l'époque, ça se faisait à la main, avec des développements de séries de Fourier, vous avez ici. Alors, les profs de maths et de physique apprécieront. Elle a fait ça à la main à l'époque.
Elle a également de nombreuses contributions en chimie et en cristallographie. Et de fait, elle a été la première femme ayant tenu des distinctions qui sont représentées ici. Dorothy Hodgkin, un autre exemple de femme qui a eu une importance cruciale en cristallographie. Encore une fois, elle a décidé de ne pas choisir d'être mère ou d'être scientifique. Elle a décidé de faire les deux. Donc, elle s'en est donné les moyens. Elle a obtenu un doctorat en 1930 et elle a fait des recherches ensuite à Cambridge dans le laboratoire d'un certain John Bernal, présenté ici. Ce fameux John Bernal qui a obtenu en 1935, je vais y revenir, des clichés de diffraction de cristaux d'insuline. Je reviendrai sur ce point-là, 1935. Ensuite, elle a créé son propre laboratoire où elle a étudié tout un tas de molécules d'importance biologique et notamment, elle a obtenu la structure de la pénicilline, qui est ici, après 7 ans de travail. Il faut voir qu'à l'époque, quand même, la détermination, la résolution de structure, ça prenait énormément de temps. Évidemment, cet antibiotique sera très important ensuite en médecine. Elle obtient également d'autres structures, notamment la vitamine B12. Et pour tous ses travaux, elle va obtenir le prix Nobel de chimie en 1964. Elle continue évidemment ses recherches ensuite, elle ne s'arrête pas pour autant. Et 34 ans après, ce que je souligne ici, elle arrive à obtenir la structure, tridimensionnelle de l'insuline, 34 ans après les premiers clichés dont je parlais tout à l'heure, le premier cliché de John Bernal. Alors, tout ça, c'est son apport. On ne peut pas dénier qu'elle a eu un apport scientifique majeur. Un prix Nobel, c'est quand même pas rien. Mais regardez quand même, les idées on la vie dure, ce que disaient les journaux à l'époque de ce prix Nobel. Je cite le premier, une femme britannique remporte le Nobel, c'est très bien. Un prix Nobel de 18 750 livres à une mère de 3 enfants. Voilà quoi a été ramené déjà. Ensuite, le deuxième, une femme au foyer d'Oxford remporte le Nobel par le Daily News. Et la troisième, j'adore, l'épouse avenante, Madame Hodgkin, remporte le prix pour une compétence fort peu conjugale, la structure de cristaux d'un grand intérêt chimique, par The Observer. Ah, ça vous situe un petit peu le contexte. On va parler de Rosalind Franklin, qui, elle, on va dire, symbolise un petit peu tous les problèmes, tout l'environnement auquel ont dû faire face les femmes à cette époque. Rosalind Franklin, encore une fois, elle a décidé d'être scientifique à l'âge de 15 ans, contre la vie paternelle, évidemment, ça ne se faisait pas. Une femme ne devait pas être scientifique, elle devait s'occuper de son foyer. Elle a quand même passé un doctorat et elle a ensuite été invitée en France par un certain Marcel Mathieu, qui était disciple de William Bragg, dont on a déjà parlé tout à l'heure, un des prix Nobel, et où elle continue à se former. Elle retourne en Angleterre et là, elle va commencer à travailler sur un projet qui concerne l'ADN. Alors là, elle va faire face à l'hostilité des hommes présents sur place, et notamment son collègue Maurice Wilkins, qui ne voyait pas en elle une scientifique, mais plus une assistante technique. Bon, elle s'accroche quand même, elle continue à développer sa recherche, et notamment elle développe des méthodes pour obtenir des fibres et des clichés de diffraction exploitables d'ADN, pour pouvoir déterminer la structure ensuite. Et à ce moment-là, même sans l'avoir encore prouvé expérimentalement, elle imagine déjà, elle propose une structure en hélice de la forme hydratée de l'ADN, alors qu'on n'a pas encore la structure. Son travail est salué par John Bernal, dont on a parlé juste avant. Le problème, c'est qu'au cours d'un séminaire, elle présente ses travaux, elle parle de son idée. Il y a un certain nombre de personnes, notamment James Watson et Francis Crick, qui parlera ensuite à son collègue Francis Crick de cette idée, qui, eux, développaient aussi une proposition de modèle d'ADN, mais sous forme de triple hélice. Un an plus tard, Rosalind obtient enfin le premier cliché de diffraction de fibres d'ADN. C'est la photo que vous avez présentée ici, un cliché qui est devenu fameux. Alors, vous voyez, 100 heures d'exposition, c'est énorme. Maintenant, ça se fait en quelques secondes. Et elle était très proche de résoudre la structure, donc obtenir la structure vraiment de l'ADN.
Le problème, c'est que le fameux Wilkins, là, ici, décide de montrer, évidemment à son insu, le cliché à Watson et Crick, qui vont s'empêcher, eux, de l'exploiter pour proposer donc la structure maintenant connue de l'ADN en double hélice. Ils publient leurs résultats dans Nature, donc c'est le premier article séminal qui propose ces structures en double hélice de l'ADN. Pour ça, ils obtiendront le prix Nobel de médecine en 1962 pour la découverte de la structure de double hélice de l'ADN. Alors, Rosalind Franklin n'y est pas associée parce qu'effectivement, elle était décédée. À ce moment-là, malheureusement, elle est décédée à 37 ans d'un cancer. Mais d'une part, dans le discours d'investiture, il n'y a jamais eu la moindre allusion au travail de Rosalind Franklin. Et d'autre part, on peut se poser la question, est-ce qu'elle aurait été associée, malgré tout, si elle avait été vivante à ce moment-là? Voilà, une dernière pionnière qui a eu un rôle important aussi, donc Isabella Karl. Alors son mari, lui, a développé donc Jérôme Karl, des équations mathématiques pour la résolution de structures cristallines qui sont encore utilisées de nos jours. Mais Isabella, elle, a fait toutes les validations expérimentales. Donc aussi un énorme travail. C'est un travail en duo. Bon, il n'y a que Jérôme qui a eu le prix Nobel, avec son collègue Herbert Hoffmann, en 1985, et pas Isabella. On peut se demander pourquoi. Elle a eu d'autres prix, très prestigieux, mais pas le Nobel. Alors, pour poursuivre, les femmes ont continué à avoir un rôle majeur en cristallographie, ça c'est les temps plus modernes. On peut en citer quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer ici. Par exemple, Olga Weiss-Reinhardt ici, qui est fondatrice de la base de données de Cambridge, qui regroupe actuellement 1,3 million de structures cristallographiques, qui est très utilisée de nos jours. Eleanor Dodson, qui est également très importante parce qu'elle a développé de nombreuses techniques mathématiques et de calcul. Jane Richardson, ici, qui elle a développé les représentations, les diagrammes en ruban pour représenter les structures tridimensionnelles des protéines, comme vous voyez à côté, et qui sont encore utilisées, largement utilisées par les biologistes de nos jours. Ada Iona, qui, elle, a déterminé la structure du ribosome, donc la grosse machinerie qui fabrique les protéines dans les organismes vivants, et qui a eu le prix Nobel de chimie en 2009. En France, les femmes n'ont pas été en reste non plus. Dans les années 50, il y a eu notamment, alors dans un laboratoire, parce que c'était le plus grand à l'époque du domaine, le laboratoire de minéralogie cristallographique de l'Université de Paris, les femmes ont eu également un rôle majeur. On peut citer par exemple Agnès Oberlin ici, qui est pionnière dans l'étude des matériaux, et on la voit ici, sur la photo, à côté de Rosalind Franklin, là, lors d'un congrès. Rosalind Franklin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut citer Paulette Herpin, qui était professeur en cristallographie, et spécialiste de la diffraction sur les petites molécules. Dans les années 60, ça a continué. On peut citer par exemple Françoise Balibar, la mère de l'actrice Jeanne Balibar, un professeur en physique, Jacqueline Petiot, et un certain nombre d'autres femmes qui ont été très influentes dans le développement de la cristallographie en France. Aujourd'hui, ça continue de plus belle. Les femmes ont un rôle majeur. Alors, je ne peux pas toutes vous les présenter, évidemment, mais j'en ai sélectionné quelques-unes ici. On peut par exemple parler de Delphine Cabaret. Alors, si elle est là, c'est pas parce que c'est elle qui m'a donné le transparent, enfin, en tout cas, toute cette partie-là qui était issue d'une de ces conférences, mais c'est parce que elle est professeure, donc à Sorbonne Université, et c'est une des dernières enseignantes en France, hommes et femmes confondus, à faire de vrais enseignements de cristallographie. Donc on peut citer Pascal Lenoy, Jacqueline Cherfis ou Virginie Simonet, toutes spécialistes dans leur domaine, reconnues internationalement. Et comment ne pas citer Chantal Abergel, la spécialiste mondiale des verrues géants, et qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui, qui vous fera une présentation de son parcours inspirant juste après. Alors Chantal est membre de la CAM. Et la CAM dans tout ça, où est-ce qu'on en est? La CAM, on a les meilleurs. Voilà. La CAM, toutes les femmes membres de la CAM sont présentes ici, toutes plus brillantes les unes que les autres. Et vous en verrez certaines dans vos classes, puisqu'elles parraineront
quelques-unes parraineront vos classes. Donc, pour conclure ma présentation, j'espère que vous avez compris, mesdemoiselles, que vous êtes faites aussi pour faire des sciences. La cristallographie, ce serait bien, mais des sciences de manière générale, c'est aussi bien. Et franchement, vous ne pensez pas qu'il est temps de remplacer les vieux roulants poussiéreux comme moi? Merci. Bien, écoute, Michel, merci pour avoir contribué. Je pense que c'est important qu'on le fasse et qu'on le fasse partout. Montrer justement l'implication et la présence des femmes dans le domaine des sciences, parce qu'on a vu à quel point les hommes avaient tendance à oublier ça dans le passé. Mais je pense qu'il faut qu'on soit tous mobilisés justement pour montrer leur présence. Déjà, c'est une première chose à faire. Alors, du coup, je suis désolé, mais je vais laisser la parole tout de suite à Chantal Abergel, Michel, parce que le temps court et on a un petit peu de retard et je voudrais que le maximum de temps lui soit laissé pour développer son propos. Donc, Michel,